Enregistré. Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes ce soir sur LDC avec Tarek, qui est un habitué du groupe et qui a enregistré avec vous plusieurs émissions. Ce soir, donc, Tarek, je te reçois, on va pas faire de blagues, on se connaît bien. Je te reçois en tant que spécialiste des mouvements décoloniaux, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et on a une actualité. On voulait faire cette émission depuis très très longtemps, hein. On a chacun eu des occupations personnelles un peu chargées, mais entre la loi séparatisme et la polémique qu'il y a à l'heure actuelle sur l'islamo-gauchisme, on s'est dit que c'était une belle occasion de se retrouver, de se faire une petite émission et puis de voir avec nos amis de LDC quelle interaction, quelle réflexion on pouvait avoir sur ce débat pour aller un peu plus loin. Alors, je crois que la dernière fois qu'on s'était eu, c'était sur les violences policières. Donc, peut-être très brièvement, l'actualité a été assez chargée. Il y avait des critiques déjà depuis 2017 sur la faiblesse du président de la République, Emmanuel Macron, vis-à-vis du terrorisme islamiste, vis-à-vis du communautarisme. On a eu des élections municipales sur lesquelles il y avait une dizaine de listes, hein, qui étaient elles-mêmes taxées de communautarisme. On a eu sur celle-ci au moins deux communes sur lesquels il y avait un enjeu très très fort. Donc on parle de Goussainville, on parle de Garges-les-Gonesse. Et puis finalement, donc celle Goussainville a été remportée par un candidat controversé. La République a gagné, on peut le dire comme ça, à Garges-les-Gonesse. Et puis suite à cela, on a eu le discours des Mureaux sur le séparatisme par le président de la République, qui intervenait à hasard du calendrier tout juste avant l'assassinat de Samuel Paty, sur fond de procès par rapport à Charlie Hebdo, la dissolution de Baraka City qui en a suivi, et celle du CCIF. Alors, Tarek, peut-être on aimerait beaucoup entendre ta position par rapport à ce long tunnel d'actualité vis-à-vis donc de tous ces sujets. Bah écoute, merci beaucoup Yacine pour cette belle et longue introduction. Ouais, je pense que tu as bien posé le contexte qui, à mon avis, va sûrement intéresser beaucoup d'auditeurs de LDC qui suivent comme nous hein, depuis l'été dernier l'évolution de ce contexte. Je pense que effectivement, si on parlait majoritairement de la question des violences policières et du racisme systémique et toutes ces notions qui sont devenues très à la mode l'été dernier, aujourd'hui, la polémique enfin les deux polémiques à mon avis du moment, c'est les débats autour de la loi séparatisme et les récentes discussions autour de la fameuse expression d'islamo-gauchisme qui avait été pour la première fois introduite dans le débat public par Jean-Michel Blanquer et qui a été renouvelé par Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Sur la polémique actuelle, moi je suis déjà à propos du contexte dans lequel on est, sur la loi séparatisme. Déjà moi la première chose qui me frappe, c'est qu'à mon avis il existe une défiance de la part on va dire de l'élite politique, culturelle et médiatique à l'égard de la loi séparatisme, parce que ses contours sont très flous. Donc elle est quand même assez critiquée quand on écoute, on va dire, les leaders d'opinion, notamment à gauche. Mais en fait, moi, ce qui me frappe surtout, c'est que sur la question de la mobilisation, c'est extrêmement faible. C'est-à-dire que la loi séparatisme, finalement, elle a fait descendre très peu de gens dans la rue, même si elle est critiquée, hein, elle a fait descendre très peu de gens dans la rue. Si on la compare aux mobilisations qu'il y a eu contre la loi sécurité globale, notamment Ouais, le fameux article 24 qui interdit de filmer donc mais ouais, des ouais, agents des forces de l'ordre en opération. Effectivement, on avait un point récurrent tous les samedis, hein, si ma mémoire est bonne, à Paris et dans toutes les grandes préfectures de France pour manifester. J'imagine que c'est à ça que tu fais allusion. exactement. Ouais. Enfin, ça a notamment été surtout ce qui à mon avis a suscité une énorme opposition, c'est que la loi s'est déroulée dans un contexte, enfin les débats autour de cette loi et l'interdiction de filmer la police se sont déroulés dans un contexte où il y a eu l'agression de Michel Zecler, le producteur de musique parisien qui avait été roué de coups par la police à l'intérieur de son domicile. Donc ces mobilisations étaient très importantes. Alors, moi, je me suis rendu à plusieurs des manifs.
notamment la première, la deuxième et la troisième, qui se sont déroulées en novembre. Et bon, clairement, pour le coup, la police avait eu consigne de ne pas trop réprimer les manifestations, bien qu'elles aient été leur légalité était sujette à discussion et à débat. Mais il y avait énormément de monde dans la rue, hein, quand même. Entre République et Bastille, il y avait, alors je ne sais pas exactement combien on peut dire, mais il y avait plusieurs milliers de personnes qui se sont mobilisées contre cette loi en règle générale. Et pas uniquement, on va dire, des militants de la gauche radicale. Il y avait, D'accord. il y avait des gens du PS, il y avait des gens même de SOS Racisme, donc en fait des gens qui sont plutôt liés à la gauche institutionnelle, on va dire, et plutôt, on va dire, pas forcément sur une ligne décoloniale ou radicale ou révolutionnaire, hein. Mais oui, voilà, ça avait suscité beaucoup de mobilisation et d'opposition. Alors que la loi sur le séparatisme, qui est en débat depuis le début du mois de janvier et dont Marlène Schiappa avait déjà fait la promotion juste après l'assassinat de Samuel Paty, elle, pour le coup, finalement, fait pas beaucoup descendre les gens dans la rue. Moi, c'est surtout ça la première chose que je note, malgré le fait qu'elle suscite une certaine opposition. Alors justement, ça vaut le coup de s'arrêter sur ce point. Comment est-ce que tu l'expliques? Parce que là, tu parlais des mobilisations de l'opposition au gouvernement vis-à-vis de la loi sécurité globale, et en particulier l'article 24. Qu'est-ce qui fait que là, semaine dernière, à l'appel de plusieurs associations musulmanes, des indigènes de la République et tutti quanti, on se retrouve avec 200 personnes au Trocadéro il y a une semaine. Déjà, alors pour la mobilisation de la semaine dernière, moi, j'y étais pas personnellement, j'étais pas présent. Mais effectivement, je pense que la faiblesse de cette mobilisation, elle est liée à deux choses. La première, c'est qu'en fait, même si les gens sont, on va dire les militants, hein, j'entends, hein, les militants d'opposition aiment pas forcément cette loi, ils vont peut-être moins se mobiliser physiquement, notamment à cause de, on va dire, des réactions qu'il y a eu suite à l'assassinat de Samuel Paty. En fait, je pense vraiment que l'attentat contre Samuel Paty a fait, on va dire, prendre conscience à beaucoup de gens qu'il y avait un problème fondamental avec l'islamisme. Et même si la loi séparatisme elle est critiquée parce que ses contours sont très flous, parce qu'il y a des dispositions qui vont un petit peu dans tous les sens, les gens en fait finalement ont quand même conscience qu'il y a un problème et que même si la loi va pas forcément dans le bon sens à tous les niveaux, ils vont pas forcément s'y opposer bec et ongle comme ils s'opposeraient à la loi sécurité globale ou à d'autres dispositions prises par le gouvernement. Et Alors je pense qu'il y a justement, aussi un deuxième. venons-en au fond de cette loi. Donc, on parle de neutralité du service public, on parle de neutralité des sous-traitants du service public, on parle de la lutte contre la haine en ligne. Et donc là, il y a quelque chose qui a été ajouté par rapport au discours des Mureaux du président de la République, puisque entre-temps, il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, il y a donc l'encadrement de l'instruction en famille, donc qui a fait beaucoup polémique, hein, puisque bah, certaines, ce dispositif n'est pas utilisé que par une certaine catégorie, une certaine frange des musulmans très militants, on va dire. Euh, il y a des dispositions qui vont être liées au contrôle renforcé sur les associations, puisque le culte musulman aujourd'hui est essentiellement sur le culte des associations loi 1901 et qu'on veut plutôt le pousser vers les lois 1905. Une meilleure transparence des flux financiers. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Les certificats de virginité, même si ça a pas mal bégayé, la polygamie, ou à tout le moins le fait qu'il n'y aurait plus de titre de séjour qui serait attribué à des polygames, encore qu'on puisse se demander si cela concerne également les titres de séjour pour tourisme. Et là, il peut y avoir des doutes, les mariages forcés. Et puis, à l'inverse, ce qui a été annoncé au fameux discours de Muro et qui est totalement absent, les mesures sur la mixité sociale, l'égalité des chances, la lutte contre les ghettos. On a vu aussi on a vu une analyse qui disait que finalement l'État avait une grande responsabilité sur la ghettoisation et ne voit rien dans cette loi qui puisse permettre de lutter contre la ghettoisation. Donc, quel est ton point de vue, quelle est ta réaction puisque tu disais, je rebondis sur ton propos selon lequel les contours de cette loi étaient relativement mal définis. Quelle est ta réaction sur ces différentes mesures finalement et en quoi est-ce qu'elles font une loi mal définie?
Je pense déjà que la loi, elle fait suite à plusieurs années où tant les militants En Marche que le reste de la population française finalement attendaient un discours définissant la doctrine de Macron sur la laïcité et la République. Ça faisait depuis l'élection finalement que tout le monde l'attendait. Personne ne savait de quel côté penchait Emmanuel Macron. Est-ce qu'il était plutôt sur une ligne valsiste ou très très républicaine et laïcarde, ou alors est-ce qu'il était plus sur une ligne on va dire Aurélien Taché compatible. Bon, finalement là, Finalement, Aurélien après, Taché a quitté le parti. oui, voilà. Déjà l'été dernier, Aurélien Taché a quitté le parti. Les récents, on va dire, la récente montée en puissance du printemps républicain au sein d'En Marche, et puis in fine le discours des Mureaux, je pense a vraiment montré la volonté de l'exécutif d'aller dans un sens qui est plutôt un sens, on va dire, qui réaffirme des principes républicains assez clairs, voire assez sévères, on peut le dire. Mais effectivement, la loi, donc je pense que la loi, elle dénote ça, hein, elle dénote cette volonté d'avoir une ligne très républicaine. Le problème, c'est que déjà, la question du choix du mot, hein, séparatisme, est sujette à débat. Parce qu'en fait, elle ne recouvre pas la totalité du spectre qui, à mon avis, est mise en cause, c'est-à-dire l'islamisme. Et effectivement, son deuxième point faible, c'est que les points qui étaient évoqués par Macron dans le discours des Mureaux, à savoir la création du séparatisme par l'État et la question des ghettos sociaux et des ghettos géographiques et du phénomène de communautarisation qui en fait était la conséquence de la décadence sociale, socio-économique. Ça, pour le coup, ce volet-là est absent du projet de loi. On ne sait pas très bien comment l'exécutif va faire pour pallier un petit peu les manquements de l'État vis-à-vis de ça. Et je pense aussi, troisième élément, c'est que en voulant réaffirmer les principes républicains et en voulant surtout ne pas stigmatiser une communauté ou un mouvement en particulier, on s'attaque d'une certaine manière à des choses qui concernent un petit peu tout le monde. L'école à la maison, les écoles privées hors contrat, la question du port des signes religieux à l'université ou dans l'espace public. Mais je suis un petit peu sceptique de mon côté sur la possibilité déjà de mettre en œuvre cette loi et ses effets sur le terrain. Même si, à mon avis, elle dénote une volonté de la part de l'exécutif d'affirmer une ligne claire que tout le monde attendait depuis 3 ans, en fait, je pense. Alors, est-ce que le contrôle renforcé des associations va pouvoir jouer aujourd'hui contre les tentatives ou de radicalisation ou de repli sur soi via le communautarisme ou carrément du séparatisme, hein, c'est-à-dire de faire des quartiers avec toute une frange de la population qui veut se séparer en fait des lois de la République. En quoi, en quoi est-ce que le contrôle des associations pourra contribuer à renverser la situation? Ça, pour le coup, c'est vraiment un domaine que je maîtrise pas forcément très bien. Je pense que là, très clairement, hein, le projet de loi vise avant tout les questions de communautarisme plus que véritablement les questions de radicalisation, de violence, de djihad, de terrorisme. Parce que même si les deux sont liés hein, d'une certaine manière, là, on n'a pas du tout de dispositif sécuritaire au sein de cette loi. On a uniquement une volonté de finalement réaffirmer les principes républicains un petit peu pour tout le monde et dans tous les espaces géographiques du pays. Bah, est-ce que Mais c'est pas un décalage qu'on a entre le discours des Mureaux, qui lui, donc c'est les propos clairs du président de la République, hein, qui disait, moi je veux nommer le mal, alors c'est pas ces mots exacts évidemment, mais je veux nommer le mal. Ce dont on parle, c'est le séparatisme islamiste, c'est l'islam politique, c'est le communautarisme sur la base de la religion, etc. Bon, donc les choses étaient clairement nommées. Est-ce que c'est pas un décalage de voir dans cette loi qu'on essaye de parler d'un peu tout, un peu tout le monde, alors que faut être honnête, tout le monde n'est pas concerné au même niveau, tout du moins en ce qui concerne les périls et les enjeux. ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Je pense que il y a une question de communication derrière, surtout ne pas viser, éviter de viser dans un point. Enfin, c'est quelque chose, on va dire, de le dire dans un discours symbolique, et c'est autre chose que de le transformer à travers des dispositions juridiques. On peut pas nommer une communauté dans un projet de loi disant voilà telle disposition va viser spécifiquement tel type de personne. Donc forcément, c'est normal que qu'on va dire au-delà de la question de la communication, il y ait une volonté de mettre un petit peu tout le monde sur le même plan. Maintenant, je suis pas forcément
en désaccord avec certains des principes de la loi. Le problème, c'est qu'à mon avis, c'est sa vraie question, c'est son efficacité sur le terrain. Qu'on veuille par exemple interdire l'éducation à la maison ou éventuellement les écoles privées hors contrat. J'ai envie de dire pourquoi pas. Si l'école de la République elle fonctionne, a priori il n'y a pas de raison que des gens veuillent ouvrir leurs propres écoles sur base ethnique ou communautaire. Le problème, c'est qu'en fait, il faut prendre le problème à l'envers. La raison pour laquelle on voit une floraison d'écoles privées hors contrat et d'éducation à la maison, c'est aussi parce que, au-delà on va dire des différents idéologiques, il y a une vraie perte de confiance dans l'école de la République. Et je Oui, pense, mais ça, c'est le fait. Alors, permets-moi, je quitte un peu mon rôle d'animateur de l'émission pour parler d'expérience personnelle. Moi, j'ai un pied de chaque côté de par mon expérience personnelle. Et en fait, ce que je vois, c'est que les parents, quelle que soit la catégorie sociale, ils essayent de contourner la carte scolaire. Ils essaient, quand ils ont les moyens, d'aller dans le privé avec hors contrat ou en contrat. Euh, Enfin voilà, je veux dire, c'est pas forcément le rejet de l'école publique ou les doutes ou la perte de confiance en l'école publique. En fait, c'est vraiment quelque chose de. Évidemment, je le dis avec toute la subjectivité de l'expérience personnelle, mais c'est vraiment dans la population quelque chose de transversal et qui ne pousse pas chacun à faire des madrasas. oui, justement, c'est pour ça qu'à mon sens, c'est pas tant une question idéologique. Enfin, il peut y avoir une dimension idéologique, mais quand je dis perte de confiance envers l'école républicaine, c'est avant tout parce que, en termes de résultats scolaires et intellectuels et de mixité sociale, l'école publique en France est en régression. Et je pense déjà, ça se voit dans les résultats scolaires, dans le niveau des élèves, ça se voit aussi dans le niveau de recrutement des profs, dans la raréfaction, on va dire, de profs qualifiés, la paupérisation du métier d'enseignant dans le secondaire. Pour moi, c'est tout ça en fait qui cause la volonté d'ouvrir des écoles hors contrat et la volonté de fuir un petit peu les écoles publiques du quartier. C'est pas tant, il y a peut-être une dimension idéologique, hein, notamment, je pense surtout pour l'éducation à la maison, c'est sûrement ça, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas envie que son enfant soit mélangé avec le reste de la société. Mais pour des raisons diverses et variées, hein, ça peut être pour des raisons religieuses, pour des raisons ethniques, pour des raisons de volonté de se préserver de l'influence des autres. Mais je pense que globalement, comme tu dis, c'est quelque chose de transverse. C'est-à-dire qu'en fait, les, les gens ne croient plus, d'une certaine manière, dans la possibilité de l'école d'accomplir encore sa mission. Est-ce que c'est pas ça finalement le principal enjeu au-delà du communautarisme qui, pour moi, je tiens à le dire clairement, est un enjeu réel. Est-ce que du coup, je vais passer un peu aux réactions politiques, mais par exemple, le Parti socialiste qui se targue d'être le fer de lance de la laïcité, de la République, il n'a pas voté la loi. Donc, il y a quelques parlementaires qui se sont abstenus, mais l'essentiel ont voté contre. Et leur motif principal était de dire que c'est un texte qui n'allait pas assez loin d'une part, comme tous, comme toute l'opposition. Mais ce que dit le Parti socialiste et qui est assez marquant, c'est que il n'y a rien sur l'égalité des chances. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. C'est pour ça que je pense qu'en fait, la loi prend le problème à l'envers. C'est que, en fait, il faudrait qu'il y ait une loi complètement séparée sur le fonctionnement de l'éducation nationale euh, et pas qu'on s'attaque d'une certaine manière à un des symptômes de cette crise. Parce qu'en fait, une des raisons pour lesquelles il y a du repli communautaire, c'est la conséquence d'une crise on va dire, en amont de l'éducation nationale. Je pense qu'il aurait fallu faire une loi, un projet de loi séparé sur une grande réforme de l'éducation nationale en France, déjà en termes de budget, puis en termes de mission, finalement. Moi, Alors moi, j'y crois profondément à ce que tu dis parce que je l'ai quand même étudié et puis je l'ai vécu aussi en tant qu'usager. Néanmoins, on voit quand même que le communautarisme, d'une part, en Occident, mais aussi l'islam politique, sa façon de s'investir dans les quartiers, en fait, existe dans tous les pays occidentaux et dans tous les pays musulmans, quelles que soient les conditions économico-sociales. D'ailleurs, le président Macron l'a rappelé en disant la Tunisie est le pays musulman où le niveau d'éducation est le plus élevé. Et finalement, il y a un péril avec une démocratie fragile, avec des attentats, etc., etc. Donc, est-ce que réellement, c'est en mettant un coup de bardage dans les immeubles des tours hideuses des années 70 et en ouvrant des MJC que la situation va se gérer? Est-ce que c'est réellement à la hauteur de cet enjeu?
Ah bah non, moi je suis d'accord avec toi, hein. Je pense que justement un des gros problèmes de l'État, c'est que depuis le début des années 2000 et notamment depuis les émeutes de 2005, le mot d'ordre c'est faut investir dans la rénovation urbaine. On met énormément d'argent dans la rénovation urbaine. Alors c'est important et je pense que voilà, il y avait des quartiers entiers, notamment la Dalle d'Argenteuil ou autres qu'il fallait rénover complètement. Mais j'ai l'impression que c'est le poste de dépense principal et que finalement il n'y a pas d'investissement ciblé sur d'autres secteurs. Je pense que clairement l'éducation ça aurait dû être un des, enfin, ça devrait être un des sujets, un des objets d'investissement public beaucoup plus important que juste le fait d'abattre certaines tours pour les remplacer par des lotissements ou par d'autres types de bâtiments. Je pense que Oui, d'ailleurs, je l'urbanisme me est permets de faire important. une incise dans ce que tu dis. Il y a quand même, c'est à chaque fois les mêmes sous-traitants et les mêmes architectes. Donc, ne serait-ce que visuellement, on les reconnaît par cœur, les quartiers en rue. Cet été, il y a eu des dissensions, c'est le moins qu'on puisse dire, entre la communauté tchétchène et les descendants d'immigrés maghrébins, on va dire vite, à Dijon, à Chenauve et au Grésil. Et en fait, ce qu'on voyait dans le panorama, c'était des quartiers tout neufs qui semblaient sortir de terre. Donc, en fait, c'était des quartiers en rue. Et ça n'a pas empêché qu'il y ait eu une émeute entre deux communautés qui n'ont rien à voir avec la communauté nationale, en fait, hein, en tout cas la communauté, je vais le dire rapidement, mais la communauté, on va dire, historique. Et finalement, elle témoigne bien de ce séparatisme. Oui, complètement, hein. C'est pour ça, moi je pense que c'est complètement décorrélé de la question de l'urbanisme. Même si c'est important, à mon sens, de faire en sorte que les habitats, pour des raisons, on va dire, à la fois matérielles et aussi de fonctionnement social, de rénover certains quartiers, je pense que c'est complètement décorrélé pardon, de la question du communautarisme ou de la violence urbaine. Et puis comme tu l'as rappelé, hein, la question de violence entre communautés. Que tu vives dans un quartier populaire qui soit visuellement, qui ressemble très fortement au cliché de la banlieue avec ses tours et ses barres d'immeubles tels qu'on se les représente, ou que tu sois dans un coin beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus, enfin où, je veux dire, où les gens sont pas forcément les uns sur les autres à beaucoup d'égards. C'est pas ça qui va être le moteur principal du ressenti qui peut exister entre plusieurs communautés. Alors, on a brièvement évoqué la position du PS par rapport à cette loi, mais comme tu travailles beaucoup sur la question des coloniales, c'est important aussi de passer par la France insoumise, hein, qui assume, elle, euh, être dans le camp des coloniales, et qui dit ne pas avoir voté cette loi, et donc à voter contre, hein, ne s'est pas abstenu, à voter contre, parce que, selon eux, c'était une loi de stigmatisation des musulmans. Alors, attends, j'ai pas suivi parce que moi, ce que j'avais cru comprendre, c'est que la France insoumise, en fait, enfin, alors, le problème de la France insoumise, c'est que c'est un coup à droite, un coup à gauche en réalité. Moi, je dirais pas que Mélenchon a une ligne qui soit véritablement décoloniale, parce qu'en fait, la position de la France insoumise sur cette affaire a été considérée comme un énième acte de traîtrise, hein, si on regarde les, les, euh, le discours des indigènes de la République ou d'autres militants postcoloniaux. En réalité, la France insoumise, c'est toujours comme ça. C'est un coup à gauche pour essayer de faire en sorte de plaire aux indigènes, slash racisés, slash militants, on va dire, issus d'immigration, et un coup à droite pour garder une ligne républicaine en vue des présidentielles. C'est ça le problème, je pense, fondamental de la France insoumise, c'est que Mélenchon, en bon, on va dire, en bon militant trotskiste qui a fait de l'entrisme au PS, c'est quelqu'un qui est persuadé qu'il peut avoir une ligne au municipal, une autre aux européennes et une dernière aux présidentielles. En fait, au municipal, il était sur une ligne qui était très marquée par les questions de violence policière, d'islamophobie, etc. Parce qu'en fait, Oui. la France insoumise a eu énormément de mal à s'implanter dans les quartiers. Elle a quasiment aucun relais qui veut s'afficher France insoumise dans les quartiers. Si on regarde, par exemple, c'est quand même fou de voir que des partis comme le Parti communiste, euh, sur le plan municipal, fonctionnent à balle, alors que la France insoumise, qui tapait presque dans les 20% au présidentiel, a qu'à peine quelques centaines d'élus locaux. C'est rien du tout. Et parmi les élus locaux qu'ils ont réussi à mettre en place, c'est des gens qui étaient étiquetés société civile. Bagnolet en commun, Machin en commun, Saint-Denis en commun. Donc en fait, c'était pas des listes qui étaient étiquetées France Insoumise. J'abonde, hein, dans ton sens, hein, bien souvent. C'est, tous les quartiers que tu as évoqués, et on peut évoquer beaucoup d'autres quartiers,
très souvent, Jean-Luc Mélenchon, au premier tour des présidentielles 2017, il y fait 40%, c'est-à-dire qu'il double son score national. Oui, complètement. Mais en fait, son problème, c'est ça, c'est que il est obligé d'une certaine manière d'avoir une ligne. Enfin, on va dire les choses très clairement. Je sais pas si on en avait déjà parlé la dernière fois, mais pour moi, la France insoumise, elle fonctionne comme ça aujourd'hui. La France insoumise est prise entre deux feux. Le premier feu, c'est ses électeurs, qui sont généralement des gens d'un certain âge, issus de la gauche, on va dire plutôt de la gauche conscientisée et intellectuelle, c'est-à-dire en fait les profs, les travailleurs sociaux, les étudiants, et puis quelques ouvriers et syndicalistes. Notamment à la SNCF, les cheminots, etc. Bon, pas forcément, on va dire, le lumpen prolétariat ou le prolétariat massif, mais quand même un électorat de gauche plutôt qui a toujours voté traditionnellement à gauche et qui ne se reconnaît plus dans le PS. Et qui, lui, est plutôt un électorat, on va dire, plutôt républicain, assez à cheval sur les questions de laïcité, parce que voilà, des gens d'un certain âge qui sont plutôt dans l'idée républicain et un peu anticléricaux, très à cheval sur la question sociale, mais également plutôt laïque. Et une deuxième frange, qui sont pour le coup ces militants, donc pas ces électeurs, mais ces militants. Et là, les militants, pour le coup, sont beaucoup plus jeunes, issus du milieu universitaire et estudiantin, et eux sont vraiment sur une ligne, on va dire, postcoloniale, beaucoup plus travaillée par les questions de violence policière, de racisme systémique, de lutte contre l'islamophobie, et vont se sentir beaucoup plus proches finalement de l'ALAB et du CCIF que de personnes comme Henri Peña-Ruiz ou on va dire les vieux Gérarques Oui. de la France insoumise. D'ailleurs, on Et a bien vu hein, sur ce vote, les partenaires du Parti communiste. Enfin, on ne sait plus qui est partenaire de qui dans cette sauce. Mais en tout cas, le Parti communiste s'est ou bien abstenu ou bien voté contre. À ma connaissance, Marie-Georges Buffet, par exemple, l'a voté contre. Ce qui fait que, euh, ce qui fait que quand même, on a quand même une ligne de fracture hein, entre le PCF et LFI. Il y a quelque chose qui n'allait pas sur cette loi. Je me permets de passer au Rassemblement national parce que il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas si ça a attiré ton attention ou pas, et je garantis à nos auditeurs qu'on n'en a pas parlé avant l'émission. On a eu un débat il y a une dizaine de jours télévisé entre Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, et Marine Le Pen, donc prétendante à l'Élysée, comme chacun le sait. Et il y avait quand même quelque chose de bizarre, quoi. On avait l'impression qu'ils se servaient le thé. C'était un débat extrêmement cordial. D'un côté, on avait Marine Le Pen qui disait qu'elle ne voterait pas cette loi parce que malheureusement, elle n'allait pas assez loin, notamment sur l'immigration. De l'autre côté, on avait Darmanin qui reprochait à Marine Le Pen de s'être ramollie. Ce serait intéressant d'avoir ta réaction par rapport à ça. Je crois qu'on n'a jamais eu de débat de ce type avec le Front National. Oui, c'est vrai. Alors, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est que bah, déjà la réaction du Front National qui finalement perd un peu pied, parce que Marine Le Pen, en réalité, depuis 2017, ne sait pas très bien comment se positionner sur ces questions. Je pense vraiment que son échec total au débat contre Emmanuel Macron en 2017, à mon avis, a eu quand même des effets sur le long terme qui sont assez délétères. Et puis l'approche des élections présidentielles fait que quand on a un gouvernement qui, d'une certaine manière, adopte une ligne assez franche sur la question républicaine et laïque, c'est très difficile pour le Front National de conserver une position à la fois droite dure qui en même temps soit républicaine. Parce qu'en fait, la seule manière pour le Front National aujourd'hui, enfin c'est un très bon coup de la part du gouvernement d'une certaine manière, parce que la seule manière pour le Front National aujourd'hui on va dire Mais justement, excuse-moi, je te coupe, mais justement, tous les critiques disaient qu'un débat comme ça banalise le Front National, voire que la République en marche fait chasse sur le terrain du Front National. Oui, alors ça, je suis assez d'accord. D'une certaine manière, en fait, enfin, chasse sur les terres du Front National. De toute façon, tous les gouvernements successifs depuis mars 2002 le font. Hein. C'est d'une certaine manière pour des raisons électorales, on est un petit peu toujours obligé de chasser un peu plus sur les terres du Front National. Je suis assez d'accord avec ces critiques parce que effectivement, hein, ça faisait quand même plusieurs années qu'on attendait la position du gouvernement et je pense qu'elle arrive à un moment donné où en fait, il faut chasser sur les terres de la droite pour être sûr de conserver un électorat suffisamment important pour gagner à nouveau les présidentielles en 2022. Donc c'est pas complètement faux. Je suis même si je suis pas forcément aussi critique que les gens qui émettent ces positions sur la loi séparatisme. Mais alors justement, est-ce qu'on peut craindre une euphémisation, je ne sais pas si le mot est correct, est-ce qu'on peut craindre une euphémisation de Marine Le Pen?
C'est-à-dire au bout d'un moment, sa marque de fabrique, et ce qui fait qu'elle qu'elle entraîne ses électeurs dans son sillage, c'est quand même une certaine radicalité. À partir du moment où elle discute comme si on lui servait le thé avec Gérald Darmanin, est-ce qu'elle ne perd pas un peu de sa verve? Et en perdant de sa verve, est-ce qu'elle ne perd pas un peu de ce qui fait sa signature? Oui, complètement. Complètement. Après, bon, les militants qui généralement formulent ces critiques répondront que du coup, c'est une intégration totale du programme du FN à la politique du gouvernement. J'irai pas jusque-là, mais surtout, en fait, oui, en termes purement électoraux, c'est très problématique pour le Front National. Parce que là, la seule manière pour Marine Le Pen de se différencier, c'est de sortir du giron républicain et de dire très clairement, non, non, il y a un problème fondamental et général avec tous les immigrés et il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, en fait, elle est sur une ligne qui serait aujourd'hui celle d'Henri de Lesquen ou d'autres trolls qui sont un peu plus, encore plus à droite que le Front National. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué quand même dans ce débat, et ça mériterait une émission à elle toute seule, hein, mais c'est un commentaire que je formule comme ça pour eux. Euh, Gilles Kepel a été cité en fait, hein, c'était pas du tout dans la trame de préparation de l'émission, je le dis par transparence, mais Gilles Kepel a été cité et il y a eu un échange en fait entre les deux sur l'une disant que finalement c'est pas le problème de la religion musulmane, c'est un problème politique qui s'appelle l'islam politique, donc c'est un dévoiement de la religion, et l'autre répondant que non, c'est une dérive sectaire qui vient de la religion. Et par ma position, par observation, parce que je m'occupe de ces débats depuis longtemps, j'avais l'impression en fait qu'on avait des éléments de langage de chacun. En fait, on avait la trace des éléments de langage donnés par des conseillers qui étaient dans une influence chacun différente. Est-ce que je me trompe? C'est-à-dire à qui tu fais référence exactement? Bah, disons que on a quand même le fait aujourd'hui de dire que l'islamisme déjà qui est difficile à définir, mais la définition, comment on dit, pardon, l'origine de l'islamisme, est-ce que c'est une déviance de la religion ou est-ce que c'est une exploitation politique de la religion? Sont quand même deux tendances de politologues, voire d'islamologues très différentes, non? Je me trompe? Oui, tout à fait, tout à fait. Non, non, effectivement, si tu fais référence globalement aux thèses développées par Gilles Kepel, par Bernard Rougier, Hugo Micheron et autres, je te rejoins assez. Hein. Je pense que finalement, d'une certaine manière, il y a eu un intérêt, je pense, de la part de la classe politique pour une thèse qui expliquerait on va dire, la problématique d'un courant d'interprétation issu de l'islam qui imposerait son caractère hégémonique, je pense qu'effectivement, oui, il y a une influence de cette thèse-là sur le discours de l'exécutif. Et je le vois effectivement depuis le discours des Mureaux, l'assassinat de Samuel Paty, jusque dans le projet de loi séparatisme, c'est relativement vrai. D'ailleurs, que ce soit Gérald Darmanin ou Laurent Nunez, tous les deux ont eu des échanges publics qui ont été rapportés dans la presse avec Gilles Kepel, avec Bernard Rougier, pour évoquer ces sujets. Donc je pense que oui, il y a un peu une empreinte de cette école, on va dire, sur le discours de l'exécutif. Je suis assez d'accord. Alors, c'est bien que tu dises ça parce que du coup, ça me fait ma transition sur le débat sur l'islamo-gauchisme. Donc, on a vu donc Madame Vidal, la ministre à l'enseignement supérieur, chargeant le CNRS de faire une enquête sur l'islamo-gauchisme infiltrant les universités. On a vu beaucoup d'intellectuels réagir en disant que la recherche était libre en France. On a vu beaucoup de tribunes, beaucoup d'éditorialistes de la presse, y compris la presse du soir, comme on aime beaucoup le dire, réagir et réagir contre la ministre. Et en même temps, mis à part peut-être le Figaro, on a très peu de réactions en face. Donc on a l'impression que ce camp-là de l'indignation, on va dire, hein, est majoritaire. On voit que dans un sondage, 65% des Français considèrent que l'islamo-gauchisme est une réalité. Donc on se demande à quoi ça nous sert que des chercheurs prétendent que le terme ne soit pas suffisamment défini, comme si eux-mêmes ne travaillaient pas depuis des années sur des termes dont on n'est toujours pas d'accord depuis lors. Bon, ça c'est le petit commentaire. Hein, on est dans une discussion après tout. Euh,
Ça me ramène en fait dans les années 2014-2015 où sur Libération, on a eu des tribunes interposées entre Olivier Roy, entre Gilles Kepel, entre François Burgat sur la nature de l'islamisme, sur l'influence des études postcoloniales, sur l'intersectionnalité. Et finalement, tout cela nous mettrait dans un débat beaucoup plus large que la question simplement de l'islam-gauchisme, qui pour moi est une expression extrêmement maladroite et même totalement regrettable. Et si jamais elle n'était ni maladroite ni regrettable, elle est extrêmement réductrice de ce qui se joue aujourd'hui dans les universités. Donc, est-ce qu'en creux, on n'a pas aujourd'hui, derrière cette polémique, est-ce qu'on n'a pas des luttes d'influence entre différents mandarins? Il me paraît assez transparent qu'aujourd'hui, le gouvernement suit la ligne Rougier. Quelle est ta position par rapport à ça? Comment tu regardes tout ça? Ouais, c'est une question très intéressante. Moi, je vais te dire, à titre personnel, j'étais très étonné par le discours de Frédéric Vidal. Alors déjà, il est assez confus quand même, hein. On sent quand même qu'il y a une légère confusion sur pas mal de thèmes qui sont abordés. Mais j'étais très étonné parce que je suis pas convaincu qu'à titre personnel, elle soit sur cette ligne-là. Justement, en fait, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, elle devrait être consciente que si le problème existe d'une certaine manière, enfin s'il y a un vrai débat, on va dire, au sein de l'université, même si, bon, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, mais en réalité, ce débat n'a pas lieu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a friction, on va dire, mais il n'y a pas de débat. Parce qu'il y a quasiment jamais de conférences, de séminaires ou autres où les deux camps, on va dire, un camp qui serait plutôt laïque et républicain, et un autre camp qui serait plutôt postcolonial et voire décolonial qui s'affrontent. En réalité, il y a plutôt des frictions et des plaintes via tribunes interposées et autres que véritables débats. Ils se Donc, harcèlent quand même mutuellement à l'université. On a vu beaucoup de conférences annulées, beaucoup de complètement. pression pour. On a vu des conférenciers qui ont été carrément exfiltrés de leur tribune parce que il y avait des étudiants hostiles qui voulaient tout simplement pas qu'ils tiennent d'audience, etc. Non? Oui, complètement. Mais justement, en fait, c'est-à-dire que c'est le problème, c'est que le débat n'a pas lieu. En fait, il y a des frictions. Il y a une volonté de la part, on va dire, je pense, moi c'est ma position, de la part du mouvement décolonial, de postcolonial en règle générale, de s'implanter, on va dire, au sein de l'université. La petite spécificité, à mon sens, de la question en France, c'est que contrairement aux États-Unis, à l'Amérique latine, au monde anglo-saxon et d'autres universités, enfin d'autres pays, en France, la question postcoloniale, elle arrivait très tard. Elle n'est pas née à la fin des années 70 avec Edward Said et autres. En France, en fait, on était complètement ignorant de ces questions-là. Et c'est vraiment au lendemain des émeutes, à la fin de l'année 2005, début de l'année 2006, que les universitaires ont commencé à s'intéresser à la question postcoloniale. Et D'accord. ils s'y sont intéressés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est d'abord des militants qui ont développé cette thématique dans le débat, notamment les indigènes de la République. C'est aussi l'année où il y a le conseil représentatif des associations noires qui se crée sur le modèle du CRIF. Il y a on va dire, les premières affaires autour de Dieudonné, de Kémy Séba et autres. Donc en fait, le postcolonial n'a pas, d'une certaine manière, n'est pas arrivé de manière vierge dans les universités. Il est arrivé via le militantisme. Et je pense que c'est ça la raison de cette friction, c'est que on est un mouvement qui est complètement à cheval sur la question scientifique et la question militante. Et c'est ça le nœud du problème, c'est que du coup le camp d'en face, le camp républicain, estime que c'est un mouvement qui est militant avant d'être scientifique. Et le camp d'en face, évidemment, fait le même reproche au camp républicain en disant mais non, mais vous vous parlez d'une objectivité scientifique qui n'existe pas, la neutralité est inexistante, c'est une vue de l'esprit, c'est complètement faux. Vous aussi, vous êtes des militants comme nous. Donc oui, je pense que ce débat, enfin, il y a un véritable problème à l'université autour de cette question qui donne lieu à des frictions assez violentes. Frédéric Vidal ne peut pas l'ignorer. Et je suis un petit peu surpris on va dire, de la manière avec laquelle elle a évoqué cette question en disant, voilà, on va commanditer une enquête au CNRS, bon, sachant que le CNRS est tout autant travaillé par ces questions que l'université, donc c'est loin d'être un organe indépendant de ce débat. Je suis un petit peu étonné. Je suis pas convaincu que ça ait même si je pense que c'est d'une certaine manière nécessaire de s'interroger sur
effectivement le développement de ces thèses et pourquoi est-ce qu'il y a un véritable engouement pour ces thématiques et quelle est un petit peu la conséquence sur, on va dire, sur le milieu académique. Je suis un petit peu sceptique sur le fait que ça passe via une enquête commanditée au CNRS. Est-ce que on peut pas quand même s'inquiéter du fait qu'un très grand nombre de chercheurs au CNRS utilisent le nom de, de cet organisme pour, disons, donner de la valeur à leur signature, qui sur une pétition, qui sur une prise de position politique, qui sur le soutien à un élu ou à, ou à quelqu'un qui voudrait l'être. On a quand même des problèmes. Je veux dire, aujourd'hui, la fronde qui se déploie contre Madame Vidal, elle est dirigée par Thomas Piketty, qui a atteint le summum avec une œuvre académique qui est totalement irréprochable, passionnante et qui fait autorité. Mais je crois qu'il représente assez bien en fait ces dérives des chercheurs qui ne font pas la différence entre le moment où ils ont un discours académique et le moment où ils signent des pétitions. On n'a qu'à voir toutes les tribunes que signe Piketty, ce sont des tribunes d'opinion et dont il va renforcer l'autorité avec sa signature, cherchant au CNRS et prix Nobel d'économie et tutti quanti. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est très compliqué et c'est pas forcément souhaitable d'utiliser sa position dans le milieu académique pour légitimer telle ou telle position. En fait, je dirais c'est même euh, d'autant plus problématique entre guillemets pour parler comme parlent les militants aujourd'hui d'une certaine manière de signer via sa position académique parce qu'en fait il y a dans le mouvement postcolonial sur le plan intellectuel une négation même de la possibilité d'être objectif et d'admettre l'existence d'une vérité universelle. En fait, fondamentalement, être universitaire et militant, ça a toujours existé. Être scientifique et avoir une position sur tel ou tel sujet et que ça guide d'une certaine manière le cadre de notre recherche, ça a toujours existé, c'est pas forcément très grave. Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est quand on utilise effectivement la légitimation par la science pour créditer ou discréditer une notion. Tu disais tout à l'heure, voilà. Je vais tenir un peu la position réactionnaire, hein, comme ils disent nos amis gauchistes, mais à un moment, il faut arrêter, quoi. C'est pas dès que quelqu'un est chercheur ou a mis les pieds dans une université qui va nous faire croire que c'est le nouveau Sartre, le nouveau Raymond Aron. Il faut Non, arrêter je suis avec ça. d'accord. Je suis d'accord, mais je veux dire ça. Je dis ça dans le sens où être universitaire et d'une certaine manière avoir un positionnement politique n'est pas forcément grave en soi. Alors, ça veut pas dire ça veut pas dire que ça doit, d'une certaine manière, qu'on est forcément un très grand militant politique, qu'on est un très grand intellectuel, etc. Mais moi, je trouve pas ça dommageable d'être, par exemple, à la fois enseignant dans telle ou telle université, d'avoir une position au CNRS et de signer une tribune. Mais ce qui me pose un petit peu plus problème, c'est quand ces mêmes universitaires estiment que finalement la neutralité, l'objectivité scientifique et la neutralité axiologique n'existent pas, et qui expliquent que l'objectif de leur travail, ce n'est pas la recherche d'une vérité universelle, parce qu'ils ne croient pas en l'existence de cette vérité universelle, mais que finalement le savoir, dans une approche très foucaldienne finalement, n'est là que pour légitimer un pouvoir ou contrer un pouvoir. Donc en fait, l'université n'est que le lieu de production d'un rapport de force. On est soit avec le pouvoir, soit contre le pouvoir. Et l'objectif de l'universitaire, selon eux, doit être du côté des luttes sociales. Ouais. Et donc Je d'être dans suppose une quand même position que le savoir est quand même extrêmement politisé. On est très loin de l'épistémologie telle que vue par Kant, etc. Alors, j'accélère un peu parce qu'on est très pris, on est un peu pris par le temps, mais j'aimerais vraiment t'entendre réagir sur un des propos selon lequel finalement l'islamo-gauchisme c'est un débat qui n'existe pas parce que le terme n'est pas défini, parce qu'on ne sait pas qui est islamo-gauchiste, parce que, enfin moi personnellement, je les vois bien, les chercheurs du CNRS qui sont au congrès de l'UIF, qui se sont fait connaître parce qu'ils ont sillonné la France grâce à l'EMF, etc., etc. Donc, et puis en même temps, j'ai l'impression, hein, je réfléchis tout haut, hein, mais j'ai vraiment besoin de t'entendre par rapport à ça. Ce sont les gens
qui eux-mêmes développent des concepts qu'on a du mal à définir. L'intersectionnalité, par exemple, c'est quand même assez controversé comme thème. Et puis mettre tout à la sauce systémique, ça l'est tout autant aussi. Alors, est-ce que quelque part, on pourrait pas, à partir d'une intuition ou à partir de faits politiques qui nous inquiètent, ou qui ont lieu d'inquiéter, est-ce qu'on ne peut pas comme ça développer, on ne peut pas développer comme ça une doctrine, quitte à ce qu'elle soit mal définie? L'expression islamo-gauchiste, effectivement, à mon avis, le problème, c'est la polysémie du mot. C'est pour ça que c'est très difficile de l'employer et que je suis un petit peu surpris qu'on l'utilise dans le débat public sans aucune définition. Mais en fait, d'une certaine manière, c'est un petit peu comme d'autres mots qui sont très à la mode, comme le racisme systémique, comme l'islamophobie, ce sont des mots qui en fait sont très polysémiques et peu définis finalement. Mais je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a le mot islamo-gauchiste qui est le plus souvent utilisé comme un argument rhétorique, c'est-à-dire en fait une manière de disqualifier un adversaire politique. À gauche, pour disqualifier un adversaire, on va lui dire que c'est un raciste, un fasciste, un sexiste ou que sais-je. Et à droite et au sein du gouvernement aujourd'hui, on va disqualifier une partie de la gauche radicale en disant voilà, Mélenchon est un islamo-gauchiste, finalement il est accusé de complaisance avec l'islam radical. Et je pense qu'il faut distinguer l'argument rhétorique du véritable mouvement intellectuel. Moi je pense qu'il y a un véritable mouvement intellectuel, un véritable mouvement politique qui, à mon avis, est le fruit de deux éléments. La première, c'est une hybridation intellectuelle qui, à mon avis, a toujours existé. Si on regarde dans le monde musulman, dès la création du Parti communiste en Russie, il y a eu la figure de Sultan Galiyev avec le parti des Tatars musulmans communistes. Il y a eu Ali Shariati au moment de la révolution iranienne qui faisait un peu la synthèse entre Frantz Fanon et Khomeini. Il y a eu la question du socialisme islamique à travers notamment la figure de Hawari Boumediene en Algérie. Donc, ces hybridations intellectuelles via le tiers-mondisme ont déjà existé. Et en Europe avec... Et je me permets de compléter ce que tu dis parce que ça fait un peu partie de mon parcours, peut-être du tien. Il y avait le Forum social européen de Londres en 2004, dans lequel, pour la première fois, on voit la gauche signant des tribunes avec des militants islamistes, dont Tariq Ramadan, et d'un autre côté, une gauche laïque. Ça y est arrivé en France. J'ai encore en tête cette tribune. Tariq Ramadan n'est pas des nôtres, disant que finalement, les islamistes procédaient non pas d'une sorte de théorie de la libération dans laquelle il pouvait y avoir une doctrine religieuse intéressée au social, mais qu'il s'agissait d'une réaction et d'un recul par rapport aux acquis sociaux et aux libertés. Oui, complètement. D'ailleurs, la tribune que tu évoques, si mes souvenirs sont bons, les trois signataires principaux, c'était Vincent Peillon, Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon. Donc trois Voilà. personnes qui vont être pour les deux premiers les figures principales de la ligne laïque au sein du Parti socialiste, et Jean-Luc Mélenchon qui était à l'époque au Parti socialiste et qui ensuite fonde la France insoumise. Et tous les trois étaient d'ailleurs sur cette ligne-là parce que très proches des positions telles qu'elles avaient été développées par la franc-maçonnerie, d'attachement très fort aux principes républicains et à finalement une vision de la laïcité sans compromission, on va dire. D'accord. Alors aujourd'hui, peut-être pour le mot de la fin, comment est-ce que tu vois ces évolutions en France et en Europe pour aller d'ici les élections présidentielles? Est-ce que finalement tout ça a été une petite respiration parce que la crise du Covid écrase tout? Ou est-ce que au contraire, ça va être l'alpha et l'oméga? Et comme pour les élections présidentielles de 2007 en particulier, les questions d'appartenance vont reprendre la main sur les questions sociales, économiques, etc. Je pense qu'il faut pas sous-estimer la possibilité des questions sociales et économiques de revenir sur le devant de la scène à cause du Covid, effectivement, à cause de la dette Covid surtout, qu'on n'arrive pas encore à chiffrer et qui va être, à mon sens, qui va être un cataclysme là, en termes de dépenses publiques, de baisse de la fiscalité et de ce qu'on va, je veux dire, la facture qu'on va devoir payer à cause du ralentissement de l'économie, à mon sens, va être terrible. Donc, c'est pas dit que ce soit pas ça qui soit une des grosses thématiques de la campagne l'année prochaine. Sauf que c'est plus difficile d'une certaine manière de se différencier
sur des questions droite-gauche par rapport à ce type de questions, alors que effectivement les questions de valeurs politiques, les questions sociétales font un peu plus débat et c'est un petit peu plus facile d'une certaine manière d'avoir une position plus nette et différenciée. Je pense qu'en tout cas l'exécutif est en train de jouer la carte de certaine manière avoir une position qui soit la plus claire possible et la plus, on va dire, stricte sur la question de la laïcité et des principes républicains, parce qu'en fait, c'est ce que beaucoup de gens attendent. Hein. On va dire les opinions extrêmement favorables, malgré l'opposition quand même importante de la part d'une grosse partie de la classe intellectuelle, il y a une adhésion quand même assez importante de la part des gens, de la part notamment des classes populaires, mais pas uniquement, sur la question du séparatisme et la question on va dire de la volonté d'enquête sur l'islamo-gauchisme. Même s'il y a des oppositions importantes, les gens y adhèrent. Donc, je pense que la stratégie du gouvernement est plutôt bonne à ce niveau-là, mais je ne sais pas dans quelle mesure ça va rester, on va dire, une thématique de la campagne jusqu'à l'ouverture finalement de cette campagne. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, peut-être tu as une vision un peu plus terrain. J'ai un peu de mal en fait avec. On a eu un discours à Grigny du Premier ministre sur la loi égalité des chances et je pense profondément que si jamais il n'y a pas une dissension à l'intérieur de LREM, c'est qu'on leur promet aux députés, on va dire, de la frange un peu sociale de LREM qu'ils auront leur compte avec la loi égalité des chances. Il y avait un discours assez intéressant qui a été prononcé donc, par le Premier ministre. Donc on va voir. Aujourd'hui, entre le discours et puis le projet de loi, et puis surtout la possibilité que le projet de loi égalité des chances passe par l'Assemblée au vu du temps imparti avant une élection présidentielle, ça fait quand même beaucoup d'embûches. Juste l'agenda électoral au mois de juin qui va être rempli et qui fait qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir de débat parlementaire, plus la stratégie vaccinale qui sera soit un échec, soit un succès. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a autant d'éléments pour dire que la loi égalité des chances ne passera tout simplement pas ailleurs qu'aux oubliettes, ou alors que ce sera une réforme sociale qui sera menée pour le dernier acte de la mandature actuelle. En tout cas, c'est dit. Je te propose qu'on prenne date. On fera le bilan d'ici quelques semaines, voire d'ici quelques mois. L'actualité s'accélère parfois. En tout cas, je te remercie. C'était très éclairant. J'espère en tout cas, ça a été pour moi et j'espère que ça le sera pour aussi nos auditeurs. Et puis, comme je te dis, prenons date et puis je te dis à très bientôt et on reverra un peu comment tout ça a pu évoluer. Bah oui, en effet, avec grand plaisir. Et prenons date effectivement et faisons ça le plus, on va dire, un peu plus à tête reposée quand toutes ces polémiques seront un peu passées et qu'on pourra un peu plus voir les questions plus politiques de la campagne l'année prochaine sereinement. Tout à fait. Merci Tarek, je te dis à très bientôt. Merci à toi Yacine. À bientôt. Ciao.